Le 23 octobre 1944, nous arrivons à Tcherki. Nous sommes proches de la frontière entre la Lituanie et la Prusse orientale. Le terrain est immense et les escadrilles gîtent au diable l'une de l'autre. Le terrain est gras. Il suffit de 2 heures de pluie pour qu'on y patauge jusqu'aux chevilles. Les jours se succèdent avec un contingent de victoires honorables. Mais nous sentons nos adversaires plus avertis. Ils ne se laissent pas shooter comme à la foire. Le 24, alors que Kuffo nous emmène au-dessus de la Prusse, au moment de faire demi-tour, une brume à couper au couteau est apparue en dessous de nous. Nous errons dans le ciel, bientôt à court d'essence. La situation est grave. Nous échangeons par radio des réflexions peu optimistes. Quand je découvre, par chance, dans un trou de cette mer de vapeur, un terrain et des avions. Attention les raillacs, tends ma queue. Nous nous posons tous les 4 au milieu d'une profusion d'avions. Nous sommes fêtés et invités à dîner avec toutes les gentillesses. L'offensive est bel et bien stoppée. Les Allemands ont contre-attaqué et le front s'est figé comme nos avions dans la boue. Alors que nous nous lamentons sur notre sort, le bruit court que De Gaulle va venir nous rendre visite. Brusquement, nous apprenons que nous déménageons. Le 27 novembre, nous posons nos roues en territoire ennemi, à Groß-Kalveitchen, en Prusse orientale. C'est le grand confort, la vie de château. Heureusement car la neige est arrivée et nous en avons pour des mois. Delapoipe et Albert sont nommés héros de l'Union soviétique, appellation qui nous amuse beaucoup. Et notre groupe Normandie prend officiellement le nom de Normandie-Niemen, nous qui croyons que c'était le cas depuis plusieurs mois déjà. Le 6 décembre, nous avons rencontré le général de Gaulle à l'occasion d'une remise de médailles à Moscou. Moment inoubliable. Je me souviens de ces paroles. Mais oui, la guerre touche à son terme. La victoire est imminente. Après ces quelques jours de permission à Moscou, nous regagnons notre base en Douglas par moins 35 degrés. Nous ne sommes plus que 35 après le départ des anciens. Les escadrilles ont dû être remaniées. Je suis sous les ordres du lieutenant Schall avec Ougloff comme équipier. Une nouvelle offensive est lancée. La journée du 14 janvier 1945 est bien belle. Matin descend un Messerschmitt. Deschanel en fait autant. Après lui, Murchison. Castin aussi. Et enfin Bleton.
Le même jour, Miguel nous fait une belle peur. Il se pose sans avoir sorti son train d'atterrissage. C'est une habitude à prendre, nous dit-il. Mais c'est sa deuxième fois. Le 15 janvier, il neige. Je pars avec Ougloff, Charras, Picno, Perrin et Taburet. Nous surprenons dans nos lignes une douzaine de Focke-Wulf, sans doute venus pour mitrailler. Se voyant survoler, ils se mettent en cercle défensif, pour se couvrir les uns les autres. Nous attendons que l'un d'eux fasse une erreur. En voilà un qui sort du cercle, je le prends en chasse. Mon zinc est plus maniable que le sien. Je le touche plusieurs fois. Nous sommes désormais bien bas. Tout à coup, il accroche les arbres. Ça fait un. Dans la radio, j'entends que Ougloff a réussi le même coup. Et si on essayait de rattraper les autres qui filent vers l'ouest? Nos avions sont plus rapides, ça aide. J'arrive à me placer derrière. Une rafale, les tôles qui volent, le Focke-Wulf en vrille et le Boche qui saute. On rentre. Ça va, Picno? C'est la première bagarre du Benjamin de la Une. Il nous dit: j'ai eu peur, j'ai tiré, mais j'ai rien vu.